Bonjour à tous. Merci de vous être inscrits sur ce deuxième webinaire du réseau Apogée. Toute l'équipe de Racine est heureuse de vous accueillir sur les questions d'innovation sociale. Vous aurez tout au long de cette heure passée ensemble des témoignages d'intervenants de terrain qui vont vous présenter la manière dont ils ont vécu le premier confinement et les confinements et comment est-ce que ces établissements-là ont pu être inventifs dans cette période. Vous aurez la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire. Alors je ne sais pas de quel côté de votre écran, vous verrez un endroit spécifique pour poser vos questions. On va nous-mêmes poser des questions à nos intervenants les uns après les autres. Et en fin de webinaire, vous aurez une petite vingtaine de minutes. On aura ensemble une petite vingtaine de minutes pour poser vos questions aux intervenants. Sans plus tarder, je cède la main à M. Jean-Baptiste Houdin, directeur général du réseau Apogée. Merci Anthony et bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Alors je rappelle rapidement le sujet, la crise, une opportunité à la coopération. Je pense que c'est un sujet qui fait écho à des choses que vous avez tous pu vivre pendant ces 2 dernières années. Alors on a voulu ce webinaire comme un temps d'échange entre professionnels. On a tous eu à nous adapter à un environnement qui a fortement évolué pendant ces 2 dernières années, et ce, quels que soient nos métiers, nos secteurs, nos usagers, les personnes que nous avons accueillies, que nous accueillons, nos réseaux, enfin voilà, on est très très différents les uns des autres, on a tous quand même des sujets qui nous rapprochent. Qu'est-ce qui nous rend pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce sujet-là? C'est qu'on regroupe de nombreuses organisations de l'économie sociale et solidaire dans des tas de métiers différents et on est toujours en contact avec elles et avec un contact qui est très terrain, on est très présent dans les territoires. Et donc, on a une position un peu particulière. On a souhaité utiliser cette position pour traiter ce sujet, pour pouvoir faire se rencontrer des acteurs qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de se rencontrer. On a bien vu d'ailleurs, grâce à cette position, qu'on a vécu une crise compliquée, mais qui a révélé de magnifiques capacités d'adaptation, d'innovation et de coopération et de solidarité. Et c'est ces aspects qu'on veut vraiment mettre en avant. On est convaincu qu'on est rentré aujourd'hui dans le temps des crises. Il n'y a pas eu une crise et puis après tout va redémarrer comme avant. Et que du coup, il faut qu'on s'adapte et que ces capacités de coopération, de solidarité et même de mutualisation sont des puissants leviers dont on peut disposer collectivement. Et je pense que les exemples qu'on va voir aujourd'hui en sont une preuve assez éclatante. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour illustrer ces thématiques Madame Delphine Villeneuve de la Marpa Les Charmilles, pour un projet d'ouverture vers l'extérieur. Madame Marie Baudouin, directrice générale adjointe, et Monsieur Laurent Garnier, responsable d'établissement à l'association Plein Soleil, pour une création d'un dispositif éphémère pendant la pandémie. Et Monsieur Samuel Dauphin, bénévole, responsable d'activité urgence et secourisme à la Croix-Rouge, sur la délégation territoriale du Rhône, pour un dispositif de mise à l'abri de jour au gymnase Bellecombe. Et pour finir, enfin pas pour finir, mais pour continuer, nous aurons l'intervention de M. Blazer, qui est le directeur du cabinet coopératif Affilia dans le réseau Apogée. Affilia ayant réalisé pour nous une enquête expérimentation et confinement, et donc il va vous en présenter la synthèse. Donc ça nous fait un très beau programme et j'espère que ce sera inspirant pour tout le monde et que les questions seront nombreuses. Donc, merci de m'avoir écouté pour cette courte introduction et je redonne la parole à Anthony Michaud qui sera donc notre animateur sur l'ensemble de ce webinaire. Je rappelle que Anthony est notre chef de projet innovation sociale au sein du réseau Apogée. Merci. Merci Monsieur Houdin. Avant qu'on démarre avec Madame Villeneuve sur les questions, sur le sujet des MARPA pendant cette crise, on va proposer à nos participants de répondre à un petit sondage. On va vous proposer régulièrement durant cette heure 3 ou 4 questions pour pouvoir mieux vous connaître et mieux savoir quels sont vos besoins. Donc, sur votre écran devrait apparaître d'une seconde à l'autre votre sondage. Alors, vous allez en bas de votre ordinateur à droite, vous avez un événement qui s'appelle sondage. Vous avez un petit logo rouge. Donc, vous pouvez aller directement dessus. Et donc, pour cette question, on laisse quelques secondes après répondre. À quel secteur appartenez-vous, vous, en tant que participant de ce webinaire? Handicap, senior, protection de l'enfance, précarité, éducation populaire, tourisme social, enseignement ou autre. Voilà, donc on vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre à ce sondage-là, pour mieux vous connaître, et puis pour pouvoir nous améliorer, nous, dans les propositions de webinaire qu'on fera à l'avenir.
On vous laisse encore quelques secondes pour vous répondre. Et puis, je vais pouvoir commencer à m'intéresser à Madame Delphine Villeneuve. Merci à vous d'être présent avec nous aujourd'hui, d'être présente. Donc, vous faites partie du MARPA des Charmilles, une MARPA qui peut accueillir jusqu'à 24 résidents. Avant le confinement, vous aviez beaucoup d'activités ouvertes vers l'extérieur, beaucoup de coopérations, notamment des ateliers de gym, des défis de tricot, des activités avec le centre de loisirs. Et puis, le confinement est arrivé. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que votre MARPA, et puis plus globalement, comment est-ce que les MARPA ont vécu cette rentrée dans le confinement? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là? Bonjour. Le début de la pandémie, ça a été une mise en veille. On a appuyé sur le bouton stop pour toutes ces activités, mais comme tous les autres publics dans tous les autres établissements finalement. Tout s'est arrêté et la solitude, l'ennui, le renfermement s'est installé en fait pour les résidents. Donc on a essayé de les maintenir pour pas les isoler davantage, donc en appliquant ce qu'on nous demandait d'appliquer, mais en fonction des moyens humains et matériels et sans les isoler davantage. Donc les protocoles n'étaient jamais bien adaptés aux résidences seniors, aux résidences autonomie, aux petites structures que nous sommes. Donc, on a adapté notre configuration et on a essayé de maintenir le moral des troupes et nos résidents ont toujours pu rester ensemble. Alors, pour notre MARPA, en tout cas, nous n'avons pas eu de cas de Covid. Donc, ils ont toujours pu continuer à prendre les repas ensemble, à faire des jeux ensemble, en petits groupes, bien évidemment. Mais voilà, et donc ça a contribué au fait que la solitude a été pesante, mais pas non plus... ça n'a pas été aussi dur qu'on aurait pu l'imaginer et comme ça a pu l'être dans certains établissements, malheureusement. Ça aurait pu être plus difficile. Alors, vous disiez que les protocoles n'étaient pas forcément très adaptés au MARPA. Vous avez dû, malgré tout, créer une forme d'isolement pour vos résidents, même s'ils ont pu, eux, continuer d'agir ensemble. Vous avez eu moins d'activités avec l'extérieur, évidemment. Est-ce que vous avez fait un appel particulier vers l'extérieur? Est-ce que vous avez eu des besoins particuliers pour lesquels il a fallu avoir du secours, de l'aide? Tout à fait. Nos petites structures, alors on n'est pas médicalisé, on a été un peu les oubliés, comme certains établissements, comme les services d'aide à domicile, en fait. On était les oubliés. Donc, on n'avait pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, pas toutes les protections dont on avait besoin. Donc, c'est sur ça qu'on a un agent polyvalent, Déborah, qui est en poste depuis l'ouverture de la MARPA, qui a eu l'idée de faire un appel aux dons en fait sur les réseaux sociaux et qui a été relayé et entendu par le plus grand nombre, par des particuliers, par des entreprises, par des conseillers municipaux de la commune, et c'est même remonté jusqu'à un député du Loiret. Et voilà, on a été entendu et aidé tant bien que mal. Et c'est ce qui a permis de faire connaître la MARPA finalement et d'avoir un grand élan de générosité et de solidarité. C'est la question que j'allais vous poser. Avant finalement ce confinement-là et cet appel à la générosité, quelle était la place de la MARPA dans votre commune? Alors la MARPA, ça fait 8 ans et demi. Aujourd'hui, ça fait 8 ans et demi qu'elle existe. Donc il y a 2 ans, ça fait 6 ans et demi. La MARPA était connue des habitants de Chilleurs, mais certains, vous savez qu'il y avait quelque chose pour les personnes âgées, mais vaguement en fait. Là, ça a vraiment permis aux gens de savoir ce qu'on y faisait. Cet appel aux dons a vraiment permis aux gens de Chilleurs, mais même des alentours, de savoir ce qu'était la MARPA, ce qu'on y faisait, qui on accompagnait. Et puis, cet appel aux dons a permis aussi qu'on crée le Facebook de la MARPA pour remercier nos généreux donateurs et du coup qu'on alimente toujours. Et donc, on a des gens qui nous suivent. Et
Du coup, les gens savent un petit peu mieux ce qu'on fait dans une MARPA et que ce n'est pas une maison de retraite et que les gens qu'on accueille sont des gens âgés, autonomes et qui sont libres d'aller et venir. Et maintenant, quand ils vont se promener dans le bourg, les habitants de Chilleur perçoivent un peu mieux qui sont ces personnes. Donc, vous avez pérennisé le fait de communiquer sur des réseaux, l'activité qui se passe dans votre établissement, ce qui n'était pas forcément le cas avant, si j'entends bien. Est-ce que vous avez réussi à pérenniser d'autres dynamiques, d'autres relations, d'autres actions? Alors, c'est surtout ces liens en fait qui se sont créés sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, qui se sont pérennisés. Après, tout ce qui est en termes d'animation, pour le moment, on est encore un peu en stand-by. On essaye de reprendre les activités de gym, tout ça, ça s'est repris. Et justement, on le diffuse sur notre Facebook, mais certains partenariats qui se sont renforcés par le biais de cette crise, qui a été un peu compliquée. Après, le fait qu'on soit plus reconnu dans la commune et dans les alentours, sur la communauté de communes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ça nous éclaire déjà sur ce que vous avez pu vivre en tant que MARPA sur cette période-là, et je vous en remercie. On va laisser les participants proposer leurs questions pour pouvoir davantage creuser cette expérience que vous avez eue de la période du confinement. On va poser une question sur le sondage pour les participants pour un peu mieux savoir qui vous êtes, vous qui êtes en train de nous suivre. Et puis, je vais pouvoir en même temps commencer à m'orienter auprès de M. Garnier et de Mme Baudouin pour parler de l'association Plein Soleil. Alors, si vous allez sur votre sondage en bas de l'écran, vous allez avoir une deuxième question qui est posée. Merci Mme Villeneuve et je reviens auprès de vous par la suite. Alors, au sondage, est-ce qu'on voit apparaître notre deuxième question? Hop, je ne vois pas encore arriver. Ça y est. La crise sanitaire a-t-elle été l'occasion de mettre en place des coopérations dans vos projets? Donc, vous qui êtes en train de nous suivre, vous faites partie de l'établissement pour la plupart d'entre vous. Est-ce que vous avez mis en place des coopérations nouvelles, éphémères ou pérennes? Et puis, peut-être que tout simplement, ça a été une période où vous êtes entièrement fermé sur l'extérieur et que non, ça n'a pas été l'occasion de mettre en place de nouvelles coopérations. Ça nous permet d'avoir une idée de ce qui s'est passé dans l'ensemble de vos structures. On laisse les participants répondre à ce sondage et puis je vais pouvoir me tourner auprès de l'association Plein Soleil. Donc, on part dans le Var. Cette association est composée de 6 établissements qui accueillent des enfants de 6 à 18 ans, parfois même jusqu'à 21 ans. Et lors du premier confinement, dans 2 des établissements, il y avait au total 3 jeunes filles qui étaient particulièrement dans une situation compliquée, en situation de rupture. Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais commencer par Mme Baudouin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, au moment où le premier confinement arrive, globalement, comment est-ce que les enfants ont vécu ce passage, cette expérience nouvelle, cette situation inédite, et en particulier pour ces 3 jeunes filles, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Alors, en fait, je vais laisser la parole à M. Garnier, parce qu'on s'est réparti les réponses. Ouais, non, c'est vrai qu'en fait, lors de ce confinement, alors déjà, il s'est très bien passé en fait, pour l'ensemble des enfants. Il faut savoir en fait, aussi que ça a demandé en fait, quand même une très grande adaptabilité de la part de tous, donc des professionnels évidemment, mais des enfants en fait, aussi, surtout, puisque donc, en fait, tous leurs repères en fait, ont été chamboulés, plus de droits en fait, pour les familles, donc du confinement H24 en fait, sur une maison d'enfants, une structure. C'était accepté en fait, au bout de 8-9 jours, en fait, une fois que nous, professionnels, nous avons pu trouver en fait, notre rythme, adapter en fait, un petit peu tous les plannings. Il y a eu dès lors en fait, une très grande proximité éducative, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait plus aucune charge administrative. L'ASE, en fait, a été la grande absente, donc plus d'instances, plus d'audience, plus de rapports, en fait, à écrire. Donc, l'éducateur, le professionnel, en fait, de terrain, en fait, a pu être tourné intégralement et considérer vraiment, en fait, l'enfant. Donc, c'est ce qui a permis vraiment cette grande relation, cette grande proximité pour chaque enfant. Donc, ça s'est très bien passé. Sauf pour certains, donc là notamment dont vous parliez en fait de 3 jeunes filles, donc 2 sur un établissement qui s'appelle la Bastide, une sur l'établissement que je dirige en fait la Palmeraie, des enfants pour lesquels en fait le placement déjà en fait leur était très compliqué en termes d'acceptation, mais l'aspect confinement en fait a exacerbé vraiment ces problématiques d'acceptation, de défiance qu'il y avait.
3 jeunes filles en fait, qui avaient entre 14 et 17 ans, qui fuguaient sans cesse. Alors qui fuguaient, c'est-à-dire qui sortaient le matin, rentraient le soir, sans aucun respect donc en fait des normes sanitaires, en fait des gestes barrières, même si en fait à l'époque il faut savoir en fait aussi que c'était encore assez nouveau pour tous et que donc en fait, on avait un manque de lecture en fait sur la dangerosité. Donc sur ces allées et venues en fait incessantes en fait pour ces jeunes filles, elles pouvaient mettre en fait en risque donc en fait les autres résidents, donc les autres enfants, mais y compris en fait aussi les salariés. Donc il a été nécessaire qu'on se pose en fait un petit peu en termes de réflexion, de questions sur comment en fait on peut protéger ces enfants. Ça c'était vraiment la porte d'entrée, puisque au-delà de ça, c'est vraiment la nécessité d'individualisation, d'hyper-personnalisation en fait, de la prise en charge de ces jeunes filles, puisque ce qui leur était proposé, les murs, l'accompagnement, ne fonctionnait pas. Donc c'était un peu sur cette problématique, sur ces difficultés exacerbées qu'en fait on a donc choisi en fait de pouvoir créer en fait une structure éphémère. Madame Baudouin en fait après en fait y reviendra. Pour pouvoir mettre à l'écart en fait un petit peu ces jeunes filles. Donc ça, c'était la porte d'entrée sanitaire. Et évidemment qu'il ne s'agissait pas pour nous en fait, de parquer, j'emploie ce terme exprès, ces jeunes filles en fait ailleurs, mais que vraiment en fait derrière il y ait en fait un réel projet d'accompagnement pour qu'on sorte un petit peu en fait de nos habitus, pour que l'on innove un petit peu en fait dans la relation de proximité. Et donc c'est comme ça qu'en fait on a pu mettre en place cette structure éphémère. Alors, parlez-nous de ce dispositif. Comment est-ce qu'il a pu être mis en place? Quels ont été les éléments indispensables pour pouvoir le mettre en place, l'expérimenter finalement? Quelle forme est-ce qu'il a pris? Comment est-ce que les équipes ont pu s'engager dedans? Alors sur les éléments indispensables, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la mise en place du dispositif, entre le moment où on se dit il faut qu'on trouve une solution et le moment où le dispositif il ouvre, il y a 5 jours. Ce qui a été facilitateur dans la mise en place de ce dispositif, il y en a 4 des facilitateurs que nous on a pu repérer. Le premier facilitateur, c'était le fait qu'on est quand même dans une relation de grande confiance avec le département. On est une association qui est plutôt reconnue sur le Var et qui existe depuis un moment, donc on a des plutôt bonnes relations avec le département, donc on a la confiance du département. Et quand on a commencé à évoquer la situation de ces jeunes filles avec eux, très rapidement, ils nous ont plutôt donné carte blanche en nous disant « faites-nous un projet, on vous suivra », quoi, concrètement. Donc ça, c'est vrai que ça a quand même facilité les choses. Le deuxième facilitateur, c'était qu'on venait de fusionner avec une autre association dont on a récupéré certains locaux, et avec notamment un bâtiment qui était vide, et qui du coup nous permettait de mettre en place rapidement ce dispositif sans avoir à chercher des locaux, à les mettre en conformité au niveau sécurité, incendie et autres. Voilà, et puis des locaux qui étaient situés à proximité d'un des établissements, donc ça nous permettait aussi au niveau organisationnel de pouvoir sécuriser les lieux et accueillir les jeunes filles dans un lieu qui soit sécure pour elles et pour nous. Voilà, donc ça c'était le deuxième facilitateur. Le troisième, c'est qu'on n'avait pas on a fait le choix de maintenir les jeunes filles sur leurs ordonnances de placement d'origine. Donc en fait, ça n'a pas nécessité qu'on travaille avec l'ASE et avec les magistrats pour un changement de lieu de placement. Donc ça a beaucoup facilité les choses. Et ça n'a pas nécessité non plus du coup qu'il y ait une modification de l'habilitation ou de l'autorisation pour cette nouvelle structure qui en fait du coup dépendait administrativement d'une des structures qui appartenaient déjà à Plein Soleil. Voilà. Et le dernier facilitateur qui n'est pas des moindres, c'est l'engagement des professionnels, puisque le choix qui a été fait pour répondre au mieux à la prise en charge de ces jeunes filles, c'est d'avoir une équipe qui soit composée à la fois de salariés qu'elles connaissaient, donc qui venaient de leur établissement d'origine, et à la fois aussi de nouveaux salariés pour que ça crée du renouveau pour elles aussi et qu'on puisse utiliser ce prétexte pour essayer de recréer du lien avec ces jeunes filles. Donc voilà, on a eu quand même un engagement très très important de la part des éducateurs notamment et des 2 responsables d'établissement qui ont été porteurs de ce projet dans le quotidien qui a suivi la mise en œuvre, l'ouverture de cette structure éphémère. Et alors, une fois que cette période de crise est passée, une fois que le confinement a été terminé,
vous le disiez, le dispositif en soi était éphémère, mais est-ce que vous avez pu bénéficier de cette expertise-là, de cette expérience en tout cas? Est-ce que vous avez pu pérenniser une action, pérenniser des pratiques ou créer des dispositifs similaires par la suite? Alors peut-être je vais laisser M. Garnier préciser pour les 3 jeunes filles en question ce que ça a pu générer pour elles. Et puis moi, je reviendrai après rapidement sur les suites que ça a pu donner. Donc c'est vrai qu'en fait cette prise en charge de très grande proximité en fait a permis en fait quand même en fait un ailleurs autrement pour ces jeunes filles. Ça a permis donc en fait de reprendre en fait du lien, notamment pour les éducatrices qui étaient référentes en fait de ces situations. Vraiment de retravailler en fait un petit peu sur non pas sur les objectifs, mais sur la manière dont elles observaient en fait leur placement, la manière dont elles vivaient, de la manière dont elles le ressentaient. Après voilà. Après c'est vrai qu'il y a eu une limite qui a été en fait la fin donc en fait de ce confinement et donc la fin de ce dispositif. Il y a pour 2 des jeunes filles en fait qui étaient les plus âgées, il y a pu avoir en fait une perspective en fait d'évolution sur un dispositif de semi-autonomie sur leur structure d'origine, puisque tout ce qui avait été un petit peu expérimenté en fait lors de cette structure éphémère, montée en fait du projet en fait, autour de leurs besoins, en fait, la valorisation de leurs compétences a pu fonctionner quand même en fait par rapport à ça. Donc elles ont pu en fait accéder en fait à ce dispositif. La 3e en fait pour laquelle en fait il n'y avait pas de possibilité, malgré le fait qu'en fait on ait travaillé ça en fait avec le département, elle est revenue en fait sur le contexte d'avant, structure éphémère. Là par contre après en fait on est reparti en fait sur les mêmes problématiques en fait initiales. Donc c'est vrai que on va dire que c'était vraiment intéressant sur les perspectives en fait qu'il pouvait y avoir, mais il aurait fallu en fait qu'on puisse penser en fait la suite, l'après, vraiment en fait de manière très pragmatique et très concrète. Ça par contre, par manque de dispositifs, on n'a pas pu aller, on n'a pas pu mettre en place de choses en fait beaucoup plus intéressantes pour cette 3e jeune fille. Maintenant, ça nous a servi quand même en fait d'expérience. Donc Madame Baudouin en fait, vous parlera en fait après en fait du dispositif qui a pu en fait en découler quand même en fait grandement en fait en partie. Nous, on va dire personnel de terrain, c'est vrai que c'est quand même en fait une perspective où ce serait intéressant qu'on puisse toujours en fait avoir une possibilité en fait d'ailleurs, notamment en fait pour éviter parfois que donc en fait des enfants aillent en fait jusqu'à un point de rupture, pouvoir s'extraire en fait à un moment des murs en fait qui leur sont parfois insupportables. Ça pourrait représenter en fait une perspective intéressante. Après, en fait, nous sommes limités en fait aussi par les moyens, par les lieux. Donc ça, c'est quelque chose en fait que l'on a toujours en tête, que l'on réfléchit en fait, voire en fait sur un côté prestataire. Mais c'est important qu'il puisse y avoir en fait aussi le lien qui soit fait en fait avec les structures d'origine, à savoir surtout en fait les personnes. Donc c'est-à-dire les éducateurs référents, parce que ce sont eux qui représentent vraiment l'aspect sécurisation psychique en fait de l'enfant. Ça, c'est pour les perspectives en fait en termes d'idées, mais on est un peu bloqué. Donc, je vous laisse sur le dispositif. Oui, je vais faire rapidement. Donc, juste pour conclure sur la structure éphémère, donc je pense que ce qui nous a été bénéfique en termes de suite pour ce dispositif, c'est que encore une fois, alors nous-mêmes, on s'est démontré déjà notre capacité à nous à innover et à mettre en place des dispositifs qui semblent adaptés aux enfants qu'on reçoit et à leurs problématiques. On a eu quand même pas mal de choses qu'on a comprises sur le confinement, notamment la nécessité de resserrer le lien entre l'adulte et l'enfant et d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de parasitage administratif. Bon, ça nous a quand même apporté beaucoup de choses, le confinement, sur cette thématique-là. Bon, si la structure, elle a été éphémère et elle a rapidement été fermée puisqu'elle était complètement en lien avec le confinement. Par contre, elle nous a beaucoup servi dans la structure qu'on a pensée par la suite, qui est ouverte à l'heure actuelle depuis 1 an. On est sur un dispositif expérimental situation complexe sur un autre établissement de Plein Soleil qui a pour vocation d'accueillir 5 enfants qui sont sur des situations complexes à la fois de par leurs multiples placements et ruptures, et aussi par leurs problématiques avec notamment des violences répétées, soit auto-agressives, soit envers les adultes et les enfants qui les entourent.
Et la petite anecdote, c'est que la jeune fille de laquelle on parlait tout à l'heure, pour laquelle il y a eu un peu de frustration sur la suite, elle est aujourd'hui accueillie sur le dispositif situation complexe. Et au bout d'un an, elle est posée. Elle est posée, donc ça nous permet quand même d'avoir un petit peu de suivi et de recul sur la pertinence à la fois de la structure éphémère, qui a été un peu le début pour cette jeune fille, et aujourd'hui sur ce dispositif qui est quand même fortement lié à cette structure éphémère. Merci pour ce partage, puis bravo pour ces parcours et ces projets que vous avez montés dans des temps records. On a eu le temps d'échanger en préparation de ce webinaire, et c'est vrai que c'est des dispositifs qui sont intéressants et hors de ce qu'on peut voir habituellement et qui permettent justement de nourrir les inspirations pour les projets à venir. Donc bravo à vous d'avoir réussi à pérenniser justement, alors pas ce dispositif éphémère, mais d'avoir pu aller plus loin par la suite. C'était un pari osé et qui a l'air de porter ses fruits, donc bravo à vous. Avant de continuer notre tour de table, on va vous proposer un troisième sondage pour les participants. Donc toujours pareil, en bas de votre écran, vous avez une troisième question qui vous est posée. La crise sanitaire a-t-elle engendré de la nouveauté pour votre établissement ou dans votre métier? Et on propose plusieurs réponses: par une nouvelle approche de votre métier, par de nouveaux projets, par une nouvelle manière de prendre en charge le public concerné, ou non, pas vraiment de nouveauté. Donc on vous laisse participer à ce sondage, et puis on va pouvoir de notre côté donner la parole à Samuel Dauphin. Bonjour Samuel. Au moment où le confinement est annoncé, alors vous êtes sur le territoire, le département lyonnais en tout cas, et à l'annonce du confinement, les accueils de jour et les structures d'hygiène ont été fermés à Lyon. Donc cela posait des problèmes évidents d'hygiène et de risque de rupture du confinement. Les services de l'État ont souhaité mettre en place des solutions temporaires, en tout cas une solution temporaire, avec un dispositif qui a vu le jour au gymnase de Bellecombe, pour ceux qui connaissent Lyon. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter ce dispositif, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien? Bon, alors du coup, le gymnase Bellecombe, au départ, l'État souhaitait effectivement pallier la fermeture des lieux d'hygiène sur l'agglomération lyonnaise, et notamment les bains-douches lyonnais qui étaient en mode restreint et les bains-douches de Villeurbanne qui étaient fermés. Et donc l'idée de départ, c'était de pouvoir offrir aux personnes en grande précarité la possibilité de se laver. Donc la préfecture a demandé à la Croix-Rouge de prendre en charge ce lieu, et nous, dans un premier temps, après réflexion, on a posé des conditions parce qu'il nous semblait essentiel que, au-delà de l'aspect simplement hygiène des personnes, il y ait une possibilité pour les gens de se poser pendant quelque temps, de pouvoir poser des questions, poursuivre parfois leur orientation dans les dispositifs sociaux. Voilà, et on a pu bénéficier également d'un conteneur un peu bricolé dans lequel il y avait quelques machines à laver et quelques sèche-linges pour que les gens non seulement viennent prendre leur douche, mais puissent laver leur linge. Voilà. Donc le lieu, en fait, c'est le gymnase Bellecombe. Donc c'est un gymnase dans lequel on a aménagé les 2 blocs douches pour que les hommes et les femmes puissent prendre leur douche. Et puis dans le gymnase en lui-même, il y avait plusieurs intervenants, plusieurs accueils de jour notamment qui intervenaient tous les jours et qui permettaient aux gens qui venaient de pouvoir continuer à avoir un lien en fait qu'ils avaient au quotidien avant le confinement. Alors justement, il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont intervenus à différents niveaux. Est-ce que vous pouvez nous dresser le panel, on va dire, de cette coopération qui s'est mise en place? Alors, en fait, l'initiative du projet, donc c'est la préfecture du Rhône, en l'occurrence la DETS. La ville de Lyon a collaboré par la mise à disposition du gymnase sur une période longue. On nous en a confié la gestion technique et une partie aussi logistique, alimentaire et vestiaire d'urgence.
et puis l'entreprise des possibles, donc qui est une structure lyonnaise qui regroupe un certain nombre d'entreprises sous l'initiative d'Alain Mérieux, a fourni le conteneur avec les machines à laver, les sèche-linges, etc. Et puis un certain nombre d'accueils de jour. Alors je ne sais pas si c'est des structures qui ont une portée nationale, mais il y avait l'Asso qui était là, il y avait les Petits Frères des Pauvres, il y avait une association aussi qui aidait à la domiciliation Bagages Rue qui avait une permanence. Voilà. Et puis il ne faut pas oublier des acteurs qui quelque part font partie du dispositif de manière un peu automatique. C'est la société de nettoyage qui a pris en charge le nettoyage des douches en permanence. Après chaque douche, il y avait une désinfection complète. Donc, on avait des personnels qui étaient là en permanence. Donc, il faut les imaginer en tenue étanche toute la journée avec des asperceurs de produits désinfectants, etc. À l'époque, le Covid faisait très, très peur. Voilà. Et puis, l'entreprise qui fournissait les agents de sécurité qui a eu à cœur de mettre en place des agents qui avaient une fibre sociale et qui ont beaucoup participé finalement à la quiétude du lieu et au fait que ça devienne un vrai lieu de repos et de ressources. Combien de personnes ont bénéficié finalement de ce service-là, de ce dispositif? Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est plusieurs centaines de personnes. On avait à peu près une capacité de 50 douches par jour. Ce qui est assez peu, hein, puisque c'était des douches collectives et nous on avait refusé que les gens prennent des douches collectives. Donc en fait, voilà, il y avait pas beaucoup de douches. Mais après, les gens venaient aussi pour toute autre chose que des douches. S'ils voulaient pas prendre une douche, ils pouvaient aussi juste laver leur linge ou discuter avec des gens. Donc voilà, c'est plusieurs centaines de personnes sur les 2 mois d'existence, les 2 mois et demi d'existence du dispositif. Et alors, la question va être plus d'actualité aujourd'hui que lors de notre premier échange pour préparer ce webinaire. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette expérience-là, de ce collectif-là? Alors, de ce collectif-là, malheureusement, il n'en reste pas grand-chose. C'est vrai que, bon, après, le monde d'après, finalement, qu'on pouvait espérer entrevoir pendant ce premier confinement, finalement, il a très vite ressemblé au monde d'avant. Et sur ce dispositif, en tout cas, il est resté éphémère. Et les liens, notamment avec les accueils de jour, nous, à la Croix-Rouge, dans le Rhône, on n'est pas du tout concernés au quotidien, finalement, par la thématique des accueils de jour. Donc, ce lien, c'est complètement distendu. Après, il reste quand même des organes de collaboration, en tout cas de coordination qui ont été mis en place à ce moment-là par la préfecture et qui se réunissent. Alors même si on se réunit plus comme avant toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, on fait le point sur les aspects alimentaires, voilà, il y a différentes cellules de coordination qui sont restées en place et qui fonctionnent toujours aujourd'hui. C'est mieux que rien. Merci Samuel pour ce partage d'expérience. Je reviendrai vers vous après pour poser encore une ou deux questions. Et puis particulièrement merci parce que je sais que votre quotidien est actuellement extrêmement chargé. Merci de passer cette heure avec nous. Pour nos participants, vous avez sur le bas un nouveau sondage qui va vous être proposé, que je vais vous détailler de suite si je m'y retrouve. Alors, le numéro 4, avez-vous mis en place un comité de pilotage un peu différent de vos habitudes pour la réalisation de vos actions durant cette période de crise? Non, oui, systématiquement, parfois selon l'importance de l'action menée. Et du coup, je vais profiter de cette réponse-là pour poser une question à nos 3 intervenants, nos 3 structures. Vous-même, dans le cadre de vos actions, alors je vais vous laisser répondre chacun à votre tour, mais dans le cadre de ces actions en particulier que vous avez mis en place, est-ce qu'il y a un comité de pilotage, une structure de réflexion, de décision différente a été mise en place? Comment est-ce qu'elle a fonctionné? Est-ce qu'elle a porté du fruit? Est-ce que vous avez pu pérenniser un certain nombre d'acquis que vous avez pu tester? Je ne sais pas par qui commencer. Madame Villeneuve, peut-être? Alors, il faut que vous remettiez votre micro. Oui, c'est bon.
Alors non, il n'y a pas eu de comité de pilotage à la MARPA. Je sais pas, on m'entend? Oui, très bien. Oui, c'est bon. Il n'y a pas eu de comité de pilotage de mis en place pour tout ça. En fait, la MARPA, c'est une petite association gérée par un bureau. Et il est vrai que pendant le début de la pandémie, en fait, j'étais un petit peu toute seule dans mon bateau. Et donc, en fait, quand j'avais des choses à mettre en place, je contactais mon président, mon trésorier par mail ou par téléphone. Et voilà, c'était juste, on gérait juste comme ça. La relation quotidienne aux besoins. Voilà, et relation de confiance avant toute chose. D'accord. Merci. Du côté de Plein Soleil, Monsieur Garnier, Madame Baudouin, est-ce que de votre côté, un comité a vu le jour? Alors, peut-être pas en fait, un comité en fait, à proprement parler. Maintenant, on va dire que c'est tout comme. Il y avait quand même le projet pardon, qui a été pensé en fait, en 5 jours en fait, avec la directrice générale, Madame Pécheral, Madame Baudouin, en fait, ici présente, l'autre responsable en fait, et moi-même. Ensuite, en fait, lorsque on a monté tous les plannings, monté en fait, un petit peu le projet, on a réuni tous les acteurs, donc tous les professionnels qui allaient en fait, être sur le terrain, vraiment en fait, sur cela. Donc, vraiment en amont, avant que ça ouvre, donc ça a ouvert le 22, je ne sais plus quand, en avril, le 22 avril. Donc on s'est réunis en fait en amont. Ensuite, en fait, on se réunissait chaque semaine parce que c'était des acteurs en fait qui étaient en fait issus de 2 structures différentes. Il s'agissait en fait aussi en fait pour nous de ne pas faire transfuge de ce qui se passait sur l'un établissement ou sur l'autre, mais pouvoir monter quelque chose en fait de nouveau. Il y avait donc besoin de rassurer très grandement en fait, donc ceux qui étaient sur site. Il y avait besoin en fait aussi en fait qu'on puisse partager ce qui était observé, savoir en fait comment en fait on allait vraiment en fait axer en fait toutes nos actions. Donc sur ces 3 semaines d'activité, il y a eu une réunion chaque semaine avec l'intégralité en fait de tous. Après, l'autre responsable en fait et moi-même, on était très très en proximité par téléphone. On était en fait sous forme d'astreinte sur ces 3 semaines. Je pense que face en fait à l'inconnu, chacun des éducateurs en fait, avait besoin d'être rassuré ou nous poser des questions, et on a été vraiment présent voilà, en fait sur ça. Donc il y a vraiment le côté très formel, très scandé en fait sur ces réunions en fait chaque semaine. Mais il y a aussi en fait la présence pour sécuriser, pour assurer, pour étayer, pour appuyer. Et ça, c'était en fait au long. Et réajuster aussi. Hein, oui, sans cesse. Ouais. Merci. Et du côté du dispositif Bellecombe, Samuel Dauphin? Alors, nous, on est un acteur de l'urgence, donc en fait, oui, on a mis en place, alors plus qu'une coordination, en fait, on a mis en place une cellule de crise que j'animais. Qui est resté en place pendant fort longtemps. Alors j'ai eu la chance d'être placé sous réquisition par le préfet du Rhône, donc j'ai pu me libérer complètement de mon travail. Alors sur l'ensemble de la crise Covid, alors qui n'est pas terminée, mais en tout cas jusqu'au 3e confinement, donc sur 1 an et demi, j'ai été placé sous réquisition pendant 1 an. Voilà. Et donc, la cellule de crise, en fait, était en présentiel. Alors, au début, c'était tous les jours, donc 7 jours sur 7. Elle était en veille la nuit, à partir de 22h jusqu'à 8h du matin. Et puis, après, bon, quand les opérations sont devenues plus routinières, on a pu se reposer le week-end. Voilà, mais il y avait une présence, en tout cas, d'une cellule de crise organisée, en tout cas celle qu'on met en place habituellement à la Croix-Rouge, voilà, tous les jours. Et tant que je vous tiens, je vais vous poser une question à tous. Et donc, on va commencer avec vous. J'aime beaucoup poser cette question-là dans les conférences ou dans les webinaires, mais si vous aviez une baguette magique ou un vœu à faire en 30 secondes, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir conserver ou reprendre ou que vous avez vécu, expérimenté pendant ce premier confinement? Ah, c'est difficile. Il y a... non, il y a des choses. C'est un seul vœu, je suis. La bonne volonté globale de la population en général. Nous, on n'a jamais eu autant de personnes motivées pour faire des actions de bénévolat au profit des personnes précaires que pendant cette période. Alors, bon, on soupçonne qu'il y avait
plusieurs motivations, et notamment une motivation importante qui était de pouvoir sortir de chez soi. Mais voilà. Si je posais la même question, allons du côté de Plein Soleil, par exemple. Alors nous, on souhaiterait une forme de structure joker au sein de l'association qui nous permettrait d'adapter les prises en charge des enfants en fonction des éléments de vie, de parcours qui peuvent parfois nous amener à être un petit peu coincés sur certaines situations et à rêver qu'on ait une structure un peu de ce type, type éphémère, mais en tout cas dans le fonctionnement qui nous permettrait de sortir l'enfant de son lieu de vie habituel pour réussir à recréer du lien avec lui, ou en tout cas lui proposer quelque chose de différent pour pouvoir l'amener à réinvestir son placement, par exemple. Donc nous, là par exemple, au niveau de l'association, on est plutôt sur la réflexion sur quelque chose du type, alors on ne sait pas comment le nommer, équipe mobile, équipe GIGN, on ne sait pas trop comment le nommer, mais ce serait un peu de ce type-là. En fait, toute notre finesse en fait, doit être sur le préventif, parce qu'une fois qu'en fait, qu'on doit mettre du curatif, des fois c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'en fait, on n'a pas les moyens. Il y a quand même en fait, une très grande pauvreté en pédopsychiatrie sur le département. Je pense que c'est partout en France pareil d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on arrive déjà en fait, sur de l'insupportable, c'est déjà trop tard. Donc, c'est toute la finesse que l'on doit avoir et d'être vraiment dans ce préventif et avoir en fait, un lieu comme ça pour pouvoir extraire en fait, cet enfant-là ou pour pouvoir intervenir en fait, sur une structure en fait, avec des professionnels qui ont déjà exercé un petit peu cela. Ça peut être intéressant de présenter cet ailleurs autrement. Même sur un temps un peu court. On prend note du vœu, mais sans promesse. Ouais. Dommage. Et du côté de la Marpa des Charmilles, si on avait un vœu à formuler, de préserver le lien qui a pu se créer en fait entre les gens, entre les résidents, les familles, l'équipe, entre l'équipe elle-même. Voilà, il y a un lien quand même qui s'est créé entre tous les gens qui tournent autour de la Marpa et ça serait bien qu'ils puissent perdurer. Pérenniser les liens humains et faire qu'ils puissent se conserver dans le temps. Oui, totalement. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Je rebascule auprès de nos participants en vous proposant encore une fois en bas dans les sondages, vous allez avoir une dernière question qui va vous être posée et comme ça après je vais pouvoir vous lire les réponses. Ah, ce sera l'évaluation, pardon, il me semblait qu'il en restait une. Donc ce sera pour plus tard, pardon. On ne partira pas tout de suite sur le sondage, on partira après l'intervention de Frédéric Blazer. Donc, Monsieur Blazer, bonjour. Bonjour. À la suite du premier confinement, donc le cabinet conseil affilié que vous dirigez a réalisé une enquête auprès des acteurs de l'ESS pour analyser justement l'impact de cette situation qui était inédite sur le pilotage des actions. Première question, quelles réponses ont été inventées par rapport aux besoins des usagers ? Il y en a eu de plusieurs niveaux. Alors, il faut distinguer d'abord si on est dans une association petite, toute seule, isolée, ou si on est dans une grosse association. Les degrés d'innovation ou de coopération ont été divers. Par exemple, dans les grosses associations, je pense à des sauvegardes, je pense à des ADAPI, par exemple. Le souci, c'était d'empêcher les directeurs de se retrouver isolés et de monter des cellules de crise permettant la communication entre les établissements et les services, avec des fois des coopérations un peu surprenantes, parce qu'on est dans un secteur où on parle de coopération, de mutualisation, mais on s'aperçoit qu'il y a des fois quelques guerres d'ego, et là, des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble pour, on va dire, des raisons stratégiques, politiques, des histoires d'ego et de pouvoir, se sont mis, au moins pendant cette période-là, à bosser ensemble. Lors du premier confinement, on peut distinguer 3 temps. Il y a eu un temps de sidération où, je ne sais pas si vous vous rappelez quand même, parce qu'on oublie vite, on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de tenue, on n'avait pas de… Donc, il y a eu une espèce de course là qu'il a fallu… où chacun a bidouillé dans son coin pour essayer de récupérer du matériel et puis rentrer dans les protocoles imposés par l'administration, avec toutes les incohérences que ça a généré. Il y a eu un temps en même temps que ce temps de sidération, de réorganisation des structures qui se retrouvaient coupées de leurs moyens habituels, plus moyen de sortir, plus moyen de travailler avec l'extérieur.
Et après, on est rentré parce que ça a duré, puis ça s'est répété. Il y a eu, j'allais dire, la réorganisation qui a fonctionné de manière routinière. Ça, c'est quand même des mécanismes qu'on a pu repérer. Alors, la grande innovation qui a percuté complètement notre secteur, c'est l'arrivée du numérique à puissance grand V qui a surpris tout le monde. Ce qui était impossible auparavant, je pense à certains services de milieu ouvert, si on avait dit à des EduxP qu'on allait faire des entretiens de soutien ou des entretiens d'analyse en visio avec leurs propres usagers, alors je pense qu'en effet, on aurait eu plus que des résistances au changement. Et là, j'allais dire, il a fallu faire contre bonne fortune, bon cœur. On a bien vu aussi que la visio, on en a vu tout l'intérêt du numérique, tout l'intérêt des outils à distance. Mais on en a vu aussi, donc on avait un peu peut-être mythifié, on en a vu aussi les limites, c'est-à-dire que quel que soit l'intérêt d'une visio, ça ne dispense pas tôt ou tard d'une relation humaine en présentiel, puisque maintenant on a des nouveaux termes, présentiel, distanciel, voilà, ça c'est des choses nouvelles, ça n'existait pas non plus. Donc dans les grandes assos, des cellules de crise, des cellules de soutien, alors que dans les petites associations, c'est l'isolement, la panique et la débrouille. Voilà, et c'est souvent ces petites assos qui ont utilisé les ressources territoriales pour monter des coopérations un peu originales. Je pense à des associations qui avaient des usagers à l'extérieur, alors associations addiction, associations de mesures de protection des majeurs, et sont mis à travailler avec les commerçants du quartier où habitaient les gens. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure le monsieur de la Croix-Rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de résistance, on aurait pu croire, il n'y a pas eu de résistance pour monter des relais. Je pense à une association particulière en tête qui avait des majeurs protégés dans un quartier. Ils ont prévenu les commerçants et les commerçants ont accueilli, les commerçants ont accepté des systèmes de paiement avec l'association. Et du coup, les commerçants pouvaient donner des nouvelles des usagers aux professionnels en disant on l'a vu ce matin, il allait bien. Au contraire, il avait un coup de déprime, il faut l'appeler. Enfin, et là, pour le coup, sur certains quartiers, il y a eu une vraie coopération hors secteur. Ça a été vraiment ce qui ressort. Ce qui est dommage, c'est qu'à la fin du confinement, on a l'impression que les choses sont revenues dans l'ordre. Et ça s'est un peu perdu. Et on a pu… Alors, si on fait une analyse sur l'ensemble des confinements, c'est des choses après qui se sont remis d'aplomb avec les confinements qui se suivaient. Ça, c'est toutes les opportunités. Oui. Alors justement, je vais vous poser la question, parce que si on a mis en place des choses différentes, innovantes sur le terrain, est-ce que les pratiques managériales ont évolué en conséquence? Alors là, je ne sais pas si elles ont évolué, mais on a pu constater des pratiques managériales différentes. Alors moi, je les vois à 3 niveaux. On a eu des directions ou des directions générales qui ont passé leur temps, voire à s'épuiser, à réguler les incohérences de l'administration. Je pense surtout aux ARS, parce que là aussi, il faudrait qu'on distingue qui dépendait des ARS, qui ne dépendait pas des ARS. Et je rejoins tout à fait ce que disait Madame Dauphin. Dans les associations où on n'avait que le conseil départemental, pour le peu qu'il y avait une relation de confiance, les choses se sont bien déroulées. Les ARS, confiance ou pas confiance, c'était le bordel partout. J'emploie le terme vraiment parce que je ne connais pas une région qui ne s'est pas plaint à la fois des protocoles non adaptés, des injonctions paradoxales jetées par l'ARS, quand l'ARS n'avait pas des stratégies de protection de soi-même. J'ai pu repérer sur une région une ARS qui envoyait des documents et des protocoles le vendredi antidatés de la semaine d'avant. Et moi, j'avais une question d'un directeur qui m'avait dit, Monsieur Blazer, entre la date qui m'annonce et la date de réception, s'il y avait eu un pépin, qui est responsable? Voilà, donc j'ai même un directeur dans une autre région qui m'a parlé de maltraitance administrative. Ça, je l'ai noté pour un futur article, celle-là. Donc, des DG qui régulent les incohérences de manière à protéger leurs équipes. Un encadrement intermédiaire qui s'est décentré complètement, qui a quitté un peu le bureau et les plannings. Là aussi, je caricature un peu, mais c'est un peu la ligne de fond, et qui ont été en soutien des équipes de terrain. En ayant le souci des professionnels qui étaient en direct avec l'usager, du coup, on permettait aux professionnels de terrain d'être créatifs, d'apporter des réponses un peu originales pour soutenir les usagers et pour les accompagner de manière pertinente. On a eu aussi, toujours dans le domaine managérial, des soutiens aux familles. Parce qu'on a eu des familles qui, lors du premier confinement, surtout quand il y a des internats, qui ont dit, alors là, je pense surtout au secteur adulte handicap,
oui, bah écoutez, on va vous soulager, on va prendre notre gamin chez nous. Mais bien sûr, le gamin, il a 45 ans ou 50 ans. Les parents voient leur enfant un week-end toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours. Puis là, d'un seul coup, ils se sont retrouvés 2 mois de suite à demeure, H24. Les parents avaient oublié qu'au passage, ils avaient pris 30 ans, hein, donc on n'a plus la même pêche, et puis que leur gamin, qui était un adulte, avait ses rythmes de vie, regardait le soir sa TV ou jouait à la Game Boy jusqu'à 2 heures du matin. Et là, du coup, 15 jours, 3 semaines après, vous voyez, on commence à téléphoner en disant on n'en peut plus, reprenez-le. Bien sûr, on ne pouvait pas reprendre parce que sinon, c'était confiné. Et donc, a été mis en place dans différents endroits en France des stratégies de soutien aux familles pour pas qu'ils craquent, et puis surtout qu'ils maltraitent leurs gamins. Et ça a été très positif dans le sens où ils ont compris aussi ce que c'était que prendre en charge un quotidien H24. Et l'un des impacts que me disent souvent les équipes, c'est ce qui aura permis cette crise pour ces parents qui ont gardé leur enfant à demeure, c'est qu'ils regardent autrement notre travail et on est autrement considéré. Voilà, on n'a pas forcément des phénomènes de plainte qu'on pouvait avoir pour avant. Donc là aussi, l'encadrement a soutenu les équipes. C'est ça qui est important. Et je retiens ce qu'a dit tout à l'heure M. Garnier parce que c'est général. Le gros avantage, c'est que la pesanteur administrative a été en retrait et tout le monde s'est recalé dans son métier d'origine. C'est-à-dire que les éducateurs éduquaient, les chefs de service chefaient, les directeurs généraux régulaient. Voilà. Ça paraît tout couillon, mais du coup, ça a reposé les choses. Et surtout, les chefs de service, quand ils permettaient des prises d'innovation, avaient un souci de garder la cohérence de l'ensemble du dispositif. Donc, on se retrouvait bien au cœur du métier. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé pendant le premier confinement. Avec les confinements qui ont suivi, alors qu'on avait assisté à une très, très grande mobilisation et très peu d'absence dans le premier confinement, on a pu repérer des phénomènes de fatigue, des phénomènes d'arrêt maladie. Et puis alors là, dernièrement, on a des phénomènes de démission et des difficultés de recrutement. Mais bon, là, on sort un peu du sujet. Mais c'est-à-dire que le premier confinement a mobilisé beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources. Et on a l'impression que les gens se sont un peu épuisés et qu'on n'en a peut-être pas encore vu toutes les conséquences de cela. Merci sur les relations avec les pouvoirs publics, parce que là, il y a eu un vrai problème quand même, et ça, il faut le soulever. On a quand même eu des protocoles inapplicables, des protocoles pas adaptés. Je ne parle pas quand je repense, parce que des fois, on a eu quand même des trucs géniaux, c'est-à-dire qu'on a une administration qui va vous dire qu'il faut travailler en transversalité, sauf qu'ils travaillaient complètement en silo. Je repense entre autres à une directrice d'un centre social qui dépendait de la mairie, qui dépendait de Jeunesse et Sport, qui dépendait aussi de l'ASE. On l'a récupéré un lundi matin, enfin quand je dis je l'ai récupéré parce que j'étais en intervention dans son établissement, en larmes, en me disant j'ai reçu hier, donc un dimanche, 7 protocoles complètement différents. Elle me disait lequel j'applique. Alors enfin peut-être je lui ai dit vous appliquez le dernier que vous avez reçu. Sauf que voilà, des protocoles complètement différents qui poussent des cadres, pas forcément aidés, parce que quand vous êtes directeur de centre social, là, vous êtes dans une situation isolée, si vous n'êtes pas raccroché à une grosse association, dans des affres pas possibles, et toujours avec le problème de la responsabilité. Et bien sûr, des protocoles, comme c'est en pont de notre administration, c'est-à-dire qu'ils faisaient entre 40 et 60 pages. J'ai des médecins, moi, qui m'ont dit, là, on a eu le pompon avec un protocole pour faire des piqûres. Non, parce que vous imaginez qu'après Bac plus 7 d'études en médecine, ou pour des infirmières qui ont Bac plus 3, voire certaines des complémentarités avec des DU, elles ne savent pas faire des piqûres pour vacciner. Eh ben, il y a quand même une ARS qui a sorti un protocole pour piquer et vacciner, protocole 40 pages. Et après, bien sûr, les médecins vous disent, mais là, on voit bien que ce n'est pas des médecins qui ont rédigé ou c'est des médecins qui ont oublié le terrain depuis un certain temps puisque c'était inapplicable. Et là, on a quand même eu, de ce point de vue-là, des relations avec les ARS qui se sont très, très, très tendues. Et on n'est pas revenu à la normale à ce jour. Ok, merci pour ce retour d'enquête. On voit, et à travers les différents témoignages qu'on a entendus ce matin et ce résultat d'enquête, que le confinement, finalement, aura permis de tester un certain nombre de choses ou d'expérimenter, de fait, des dispositifs différents, éphémères, qui peuvent se pérenniser ou non, mais qu'en tout cas, on aura quelque part innové et parfois appris des choses, mais non sans difficulté sur le moment et sur l'après. On a reçu quelques questions, et du coup, il y en a notamment une que j'aurais aimé poser à nos intervenants. Si vous avez réponse à apporter, puisqu'il nous reste 5 minutes et on ne pourra pas faire le tour de table sur toutes les questions, mais au moins sur celle-ci, peut-être que quelqu'un pourra nous apporter une réponse construite. On nous a posé les questions finalement sur le pouvoir d'agir. Est-ce que les usagers de vos dispositifs, de vos projets, ont participé à la réflexion de ces projets-là et ont pu avoir un mot à dire, une activité particulière sur ce projet?
Est-ce que parmi nos 3 intervenants associatifs, l'un d'entre vous veut prendre la main dessus? Il suffit pour ça d'enlever le micro. Est-ce que l'un d'entre vous, ou peut-être qu'il n'y a pas forcément eu le temps, tout simplement, de mettre en place des choses particulières à ce moment-là? Côté plein soleil, est-ce que de votre côté, vous pouvez juste nous partager un… On était en train d'en discuter entre nous. C'est vrai que sur l'implication des 3 jeunes filles, en l'occurrence, pour lesquelles on a pensé la structure, non, on les a pas fait participer dans la conception du projet. Par contre, une fois qu'on a ouvert la structure, l'objectif de la structure, c'était quand même de co-construire avec elles et de provoquer l'échange avec elles et la réflexion avec elles pour qu'elles nous aident à co-construire et à réajuster en fonction de leurs besoins. Donc, voilà, on a été plutôt… On a ouvert pour pouvoir les accueillir et les extraire des différentes structures, mais par contre, on a pensé avec elles après. Par contre, on a co-construit complètement avec les éducateurs de la structure éphémère. Je vous remercie. Madame Villeneuve, peut-être côté Marpa, est-ce que vos résidents ont participé à cette communication vers l'extérieur ou est-ce qu'ils participent aujourd'hui? J'ai répondu à une question tout à l'heure d'une personne justement qui me demandait si les résidents participaient à la page Facebook et s'ils étaient à l'aise avec l'outil. On les a fait participer au tout début quand on a fait l'appel aux dons sur les réseaux sociaux et on a fait comme dans beaucoup d'établissements avec les petits panneaux pour remercier justement des dons, pour profiter de faire un petit bonjour à la famille. Et après maintenant, ils se portent volontiers pour faire des photos, voilà. Mais c'est pas eux qui alimentent le Facebook, enfin c'est moi. Mais voilà, ils sont volontiers pour poser sur les photos, il n'y a pas de souci. Merci pour ce retour. Et puis, alors, il est 11h58, on ne va pas forcément reposer une question pour ne pas déborder, c'est notre engagement sur chacun de nos événements. Simplement, on va vous proposer pour les participants dans le sondage une évaluation de ce webinaire pour savoir s'il a répondu à vos attentes. On va vous proposer différents thèmes pour un autre webinaire. Je vais pouvoir vous proposer les résultats des premières questions qui vous ont été posées. Alors, la première question était: ce webinaire a-t-il répondu? Hop là, je l'ai perdu, elle est là. À quel secteur appartenez-vous? On avait 13% secteur autre, 5% handicap, senior 48% secteur autre, 19% handicap, 11% senior, 11% précarité, 4% protection de l'enfance, 4% éducation populaire, 4% enseignement. À la question suivante, la crise sanitaire a-t-elle été l'occasion de mettre en place des coopérations de projets? 47% oui, des coopérations éphémères, 35% oui, des coopérations pérennes et 18% non, absence de coopération. La troisième question était: la crise sanitaire a-t-elle engendré du nouveau pour votre établissement, votre métier? 45% part de nouveaux projets, donc il y a quand même eu des nouvelles choses qui ont été mises en place dans les établissements. 20% par une nouvelle approche de votre métier, 20% par une nouvelle manière de prendre en charge le public concerné, et 14% pas vraiment de nouveautés. Et enfin, la quatrième question, hop, je vais mettre les résultats. Donc, quatrième question: avez-vous mis en place un comité de pilotage dans la réalisation de vos actions durant la crise? 40% parfois selon l'importance de l'action menée, 40% non, et 20% oui systématiquement. Voilà un peu pour les résultats de ce sondage. Ce webinaire fera l'objet d'un replay qui sera publié dans la quinzaine de jours qui arrivent. En même temps, on publiera les résultats de l'enquête du cabinet Affilia. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire le 2 juin et le sondage va nous permettre d'affiner la thématique qui vous sera proposée. Le prochain rendez-vous qui vous sera fait après l'été par le réseau Apogée sera le 15 septembre pour notre événement annuel qui s'appelle les Rencontres Apogée et qui aura cette année justement comme thématique la coopération territoriale. Il me reste à vous remercier pour ce temps passé ensemble. Merci en particulier pour chacun de nos intervenants pour toute la préparation en amont et puis pour votre présence aujourd'hui. Et puis remercier les équipes qui sont autour de moi aujourd'hui et qui sont en ligne pour la participation de chacun. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.
Merci et au revoir.